qui a été un moment intense, un moment extraordinaire pour la cause de la réparation. Alors, nous avons été effectivement invités par les afro-descendants américains dans le cadre de leur association l'Institut du Monde Noir. Et il y avait des représentés des États de la Caraïbe, des CARICOM, et nous, nation sans État. Nous avons été d'abord reçus dans une église d'Harlem. Et c'était un moment très très fort. C'est un moment où on s'est rendu compte qu'on prenait un chemin qui n'était pas un chemin matérialiste, mais un chemin, si vous voulez, qui nous ancrait psychologiquement dans la réparation, même psychiquement dans la réparation. Pourquoi? Parce que cette église, qui est une église dite méthodiste, épiscopale, etc., cette église est une église qui accueillait les esclaves qui étaient en fuite. Et il y a dans cette église toute une histoire. C'est la première église noire qui a été construite dans Harlem et dans tous les États-Unis. 200 ans. Il y a 200 ans. Donc c'était un lieu chargé d'histoire. Et la première, le 9 au soir, ça a commencé, le sommet a commencé le 9 au soir, et bien ça a été un moment vraiment intense, où on a vraiment l'impression que pour les Afro-Américains, et aussi pour nous, Afro-Américains également, dans la Caraïbe, il se passait quelque chose d'important. Parce que c'était peut-être la première fois qu'on était ensemble. Et symboliquement, on a senti que vraiment c'était un moment fort qui augurait effectivement de rencontres futures qui allaient déboucher sur des choses réelles et positives. Donc, après ce moment qui a été vraiment extraordinaire, où nous avons eu des interventions de qualité sur la réparation, sur le cheminement de la réparation de toutes les personnes présentes. Donc, il faut dire aussi que nous avons des personnalités remarquables, comme Hilary Deckel, des gars de la Caraïbe qui font une réflexion très profonde sur la réparation, puisque d'après ce qui m'a été dit, ce monsieur s'occupe de refaire toutes les fiches pédagogiques dans les États de la Caraïbe et donc de revoir un peu tout ce que l'éducation qui nous a été donnée, aussi bien nous, les colonisés par la France que les colonisés de Grande-Bretagne. Et bien, nous avons eu une éducation, ce que j'appelle une éducation qui nous a créole, qui nous a fait croire qu'il n'y avait qu'une seule culture, des valeurs occidentales. Et ce monsieur est en train de réfléchir pour ramener les afro-descendants à leur culture réelle, à leurs valeurs en tant qu'Africains. Donc c'est très important, ce moment a été formidable. Ensuite, nous avons eu il y a eu 2 jours d'intervention de chaque délégation. Et la Martinique était dans la délégation du CARICOM. Et à cette occasion, alors nous avons entendu plusieurs prises de position. Nous avons vu qu'il y avait dans la CARICOM des États qui étaient plus avancés que d'autres, plus offensifs que d'autres. Mais ce qui était important pour nous, au niveau du CNR et du MIR, ce qui était fondamental, c'est de faire comprendre à nos membres, aux personnes qui étaient présentes, à nos frères afro-américains et afro-caribéens, c'était important de leur faire comprendre notre démarche et l'état d'avancée de nos travaux en tant qu'afro-descendants martiniquais, œuvrant au sein du MIR et œuvrant au sein du CNR. Donc nous étions venus avec Garcia à présenter le convoi, et je crois qu'en Martinique nous sommes très en avance, beaucoup plus en avance que même les Afro-Américains. Je suis désolée, ils agissent beaucoup, on va vous expliquer ça, par la voie, par des voies, ils n'utilisent pas la voie judiciaire, ils agissent beaucoup par des voies diplomatiques. Et nous savons que par exemple les Afro-Américains ont obtenu de certaines sociétés des bourses d'études pour les enfants et tout ça, mais ce n'est pas une action en profondeur. Parce que je crois que la réparation passe par une action vraiment en profondeur. Ce n'est pas tout d'obtenir de l'argent pour que les gens aillent faire des études, parce que bon, il y a des problèmes scolaires, c'est pas ça. Le problème est beaucoup plus profond, et je crois que c'est au niveau de la Martinique, nous avons déjà accompli ça, et quelque part nous sommes un petit peu à la pointe. Alors nous avons, j'avais préparé l'exposé, alors Garcia a parlé du convoi, un convoi qui est très important puisque le MIR organise ce convoi depuis 2001, et lors de ce convoi nous avions déjà invité des personnalités très importantes comme G.
nous avons invité des personnes comme Théophile Obenga, des gens qui travaillent, Dorothy Désir qui était là également. Et nous avons donc développé, dit pourquoi, Garcia expliqué pourquoi le pouvoir, et donc ça a été un moment important. Mais ce qui a été important aussi, c'est le rappel de tout ce que nous faisons déjà au niveau de la justice, notamment au travers de la signation, de la saisine du juge du tribunal de grande instance de Fort-de-France d'une demande de réparation fondée, c'est important, sur la fameuse loi dite Taubira de 2001. C'était important pour nous de rappeler ça et de dire ça à nos frères de la Caraïbe et de l'Amérique. Pourquoi? Parce que, au travers de cette loi que l'on dit une loi mémorielle, une loi inutile, une loi sans portée normative, et d'ailleurs, nous avons à cette occasion, je ne vais pas m'étendre dessus, nous avons, en développant cette action-là, prouvé aux représentants de l'ONU, Madame Fanon, la fille de Fanon. La fille de Fanon. Alors, Madame qui s'appelle Fanon Mondesi. Oui, et qui était là, qui dit, qui dans son discours, a dit que oui, la France avait reconnu le crime, mais c'était une loi à la limite insignifiante. C'était une loi mémorielle qui finalement n'allait pas nous servir à grand-chose. Et sans même le savoir, j'avais préparé un discours dans lequel je démontrais que cette loi, contrairement à ce que l'État français pensait faire, ne pouvait pas être une loi mémorielle et qu'elle allait avoir des conséquences sur le plan juridique, sur le plan de la réparation. Pourquoi? La loi reconnaît effectivement l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. La loi a toujours refusé d'admettre le principe de réparation pour ces crimes-là. Alors, il n'y a pas de réparation dans le texte, donc pas de réparation. Je dis non. Pourquoi? Parce que quand on met le texte au regard d'autres textes, on voit pointer la réparation. Et dire, et c'était très important de dire dans ce sommet, que ne pas admettre notre droit à réparation, c'est ne pas admettre notre droit à la dignité. Parce que tout crime a pour corollaire, quand il est soumis à une juridiction, la réparation. Donc que le texte l'indique, que le texte ne l'indique pas, on s'en moque. Ce qui est important, c'est qu'il y a des textes qui, quand ils sont accolés, quand ils sont le texte, la loi, ensuite des autres textes, l'article 1389, on aboutit à la réparation. Et ça, l'État français ne l'avait pas voulu. C'est tellement vrai que quand l'État français a vu qu'on a fait cette assignation, on a fait par ailleurs on a saisi des juridictions répressives contre une association douce créole qui s'amusait à valoriser la pluralité des races dans le créole, etc. On a mis devant le juge répressif, donc M. Dejam, le président de l'association douce créole, et qu'a fait le juge d'instruction? Le juge d'instruction est allé dans le sens d'une décision de la Cour de cassation disant que la loi n'avait pas de portée normative. On a, à ce moment-là, été devant la Cour d'appel. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis ces magistrats devant leurs responsabilités en déposant une plainte contre eux, en disant vous refusez de nous reconnaître le droit à la dignité. Donc, vous commettez aussi un crime, vous faites de l'apologie de crime contre l'humanité. C'était très fort. Des magistrats de la Cour de cassation devant le juge répressif, c'est fort. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le juge d'instruction, saisi d'une deuxième plainte, n'a pas osé nous dire non. Et M. Dejam, il traduit, c'est important, je tenais à le dire aujourd'hui, il traduit devant les juridictions répressives, devant le tribunal correctionnel, le 29 avril, c'est pour ça que je demande aux gens qui sont là d'être présents, parce qu'on va juger M. Dejam, qui a osé dire que nos ancêtres avaient plus de valeur que les siens, parce que les 36 mois n'avaient pas de prix. Alors que nos ancêtres ont payé, on les achetait. Alors que les Blancs, qui travaillaient 36 mois, les fameux Européens qui venaient travailler sur les plantations qui étaient payés, mais pendant un certain nombre de temps, on les appelait les 36 mois, eux, ils n'avaient pas de valeur marchande. Ce qui veut dire qu'il fait l'apologie de l'esclavage. C'est grave. Et donc nous avons fait la plainte et le juge d'instruction n'a pas osé, comme il l'a fait la première fois, nous dire attention, la loi n'a pas de valeur normative. Il n'a pas osé dire ça. Donc il a traduit M. Dejam. Donc nous avons remporté une victoire. Et cette victoire est importante. Parce que, pourquoi? Et c'est ce qui était important à dire lors